Comment rouler plus vite en cyclisme grâce à la science? Aujourd'hui, on va répondre à cette question, alors soyez bien concentrés, on est directement parti. Aujourd'hui, on va essayer de décrypter la performance, on va isoler les facteurs les plus importants à considérer pour rouler plus vite et ça sera une forme de guide étape par étape. Alors on passe directement à la première étape qui est de répondre à la question où est-ce que vous voulez aller? Avant même d'analyser la performance, vous devez savoir où est-ce que vous voulez aller, pour quel type d'événement vous souhaitez optimiser vos performances. Alors, je vous ai mis plusieurs bullet points pour vous aider à choisir. Est-ce que vous voulez progresser sur des ascensions de col? Est-ce que vous voulez faire de la longue distance, des grands fondos, des championnats route plus classiques, des courses fédérales, des contre-la-montre, voire même du VTT, XCO, XCM, voire du cyclocross? Vous devez connaître votre durée cible d'effort et surtout le type d'effort demandé par ce type d'épreuve. Est-ce qu'il s'agit d'un effort linéaire à vitesse constante ou est-ce qu'il s'agit d'un effort intermittent avec de nombreuses accélérations, décélérations, relances, vous avez compris. Mais qu'est-ce que la performance et qu'est-ce que l'on optimise? Car on entend beaucoup ce mot performance, je le dis limite à chaque vidéo, mais qu'est-ce que la performance? La performance, c'est la vitesse, point à la ligne. Il y a beaucoup d'indicateurs possibles pour déterminer la performance, mais l'indicateur numéro 1, celui qui permet de classer les coureurs sur une course, c'est la vitesse. Et même si vous préparez de la longue distance, vous allez me dire, je n'optimise pas vraiment pour la vitesse. Mon objectif est de simplement finir cette longue distance. Mais laissez-moi vous dire que vous avez tort, car si je vous demande de traverser la France en vélo, il y a environ plus de 1000 km, tout le monde est capable d'y arriver. Ce qui va différencier les coureurs, c'est la durée à laquelle ils vont le faire. Une personne lambda, pas du tout sportive, va mettre une année à traverser la France. Alors que vous qui êtes entraîné, vous allez mettre une semaine. Donc tout ça pour vous dire que même si vous préparez une épreuve longue, vous devez améliorer votre vitesse pour être capable de réaliser le circuit dans le temps imparti. Sinon, il y a peu de gloire à cela. Donc écoutez, ce qu'on va faire maintenant, c'est partir de la vitesse et voir quels sont les facteurs qui vont déterminer cette vitesse pour comprendre qu'est-ce que vous pourrez améliorer, quels facteurs sont les plus importants pour obtenir les progrès escomptés. Car quel que soit votre objectif, vous voulez rouler plus vite. Allez, on est parti. Alors là, je me suis un peu amusé. On va partir de cet endroit. Alors, en haut de la chaîne, on a la vitesse. La vitesse qui est en km/h. C'est ce que vous souhaitez améliorer, augmenter cette vitesse. Je vous ai mis une petite photo de Remco Evenepoel qui signifie bien la vitesse, je pense. Mais qu'est-ce qu'il y a en dessous de la vitesse? Qu'est-ce qu'il faut pour maintenir une vitesse donnée dans le temps? Il y a la puissance mécanique. Donc la puissance mécanique, on peut l'exprimer en watts ou en watts par kilo quand cela fait sens. Donc la question à se poser, c'est quelle puissance soutenir pour maintenir la vitesse souhaitée? Cette vitesse, en fonction du circuit, en fonction de si c'est une côte, en fonction de si vous êtes sur le plat, va vous imposer une puissance mécanique. Donc, vous devez être capable de la maintenir. Votre puissance mécanique, vous pouvez l'identifier avec votre profil de puissance record. J'ai pris une photo aléatoire. Et l'idée, c'est de savoir sur quelle durée vous souhaitez optimiser vos performances, sur quelle durée vous souhaitez être le plus rapide, et vous devez tout simplement améliorer votre puissance sur la distance, sur la durée associée. Donc on va dire que vous préparez un contre-la-montre de 30 minutes, vous devez chercher à optimiser votre puissance mécanique sur des durées proches de 30 minutes. Donc je pense que c'est assez clair pour ça. La vitesse est déterminée par votre puissance mécanique et votre puissance mécanique, elle va être déterminée par votre puissance métabolique, c'est-à-dire la puissance de votre organisme. Parce que pour produire une puissance en watts, vos muscles doivent se contracter. Pour se contracter, ils ont besoin de la molécule d'ATP, c'est la sorte de monnaie énergétique du corps humain. Et pour régénérer l'ATP, il y a de nombreux mécanismes. Notamment, on retrouve le transport de l'oxygène qui permet d'envoyer de l'oxygène jusqu'aux muscles, car l'oxygène est essentiel pour régénérer de l'ATP. Et on retrouve les filières énergétiques qui, à partir de nos carburants, glucides, lipides, permettront cette régénération d'ATP. Donc, pour aller à une vitesse donnée sur une durée donnée, il faut une puissance mécanique donnée sur la durée donnée et derrière il faut avoir la puissance métabolique nécessaire pour maintenir cette puissance. Donc là on a la performance brute, là on a la performance en watts et là on a la performance du corps humain.
Le schéma ici est vraiment simplifié, c'est l'essence même de la performance, 3 étapes avec 2 sous-métriques. Mais on va creuser un peu plus loin et vous allez voir qu'il y a beaucoup de subtilités à chaque étage. Donc, on va zoomer ici. On va s'intéresser à la transmission entre puissance mécanique et vitesse. En effet, la puissance mécanique elle va être fixée par les résistances mécaniques. Je vous en donne 3 qui sont les principales, avec les résistances aérodynamiques, les résistances gravitationnelles. Donc résistance aérodynamique, c'est la résistance à l'air. Plus on va vite, plus cette résistance s'accroît. Les résistances gravitationnelles, c'est tout simplement c'est dû à la gravité. Lorsqu'on est dans une ascension, la gravité nous attire vers le bas, ce qui nous impose un effort. Et les résistances de roulement. Donc c'est le contact des pneumatiques au niveau de la route. Il y a également une résistance qui s'impose à ce niveau-là. J'aurais pu rajouter les résistances de friction avec par exemple votre chaîne, toute votre transmission qui a aussi un impact, on y reviendra. Donc arrêtons-nous sur les résistances aérodynamiques. Je vous ai directement donné l'équation, vous inquiétez pas, on va la décrypter. Donc les résistances aérodynamiques sont égales à 1/2 de SCX fois pi, c'est la densité. Alors, on va décrypter cette équation. Donc, RA est égal à 1/2 de SCX. Donc, SCX, c'est la surface frontale. Donc, si on vous prenait en photo de face, on pourrait déterminer votre aire frontale. Divisé par le SCX, on va voir que c'est le coefficient de traînée aérodynamique ou coefficient de forme, fois la densité. Donc, ça, c'est la densité de l'air. Ça peut varier en fonction de l'altitude. Et la vitesse au carré. Donc, plus votre surface frontale est importante, plus votre CX, votre forme n'est pas optimale et plus votre vitesse est élevée, et bien, vous devrez fournir un effort important pour faire face à ces résistances. Donc j'aimerais revenir sur le CX, qui est le coefficient de traînée, et on va voir qu'en fonction des formes, on a un coefficient différent. Donc la sphère c'est 0,47, mais si on prend un corps profilé, c'est 0,04. Donc l'idée d'un cycliste est de se rapprocher de ce corps profilé. Je vous ai mis ici l'image d'un cycliste sur un banc d'essai où ils vont faire passer de l'air pour tester, comme vous pouvez le voir, sa surface frontale et surtout son CX. Et par exemple, pour vous remontrer l'image de Remco, il a un SCX extrêmement faible. Déjà, c'est un petit gabarit, il n'est pas très grand, il est assez léger, mais derrière, il va venir rentrer sa tête, l'air va parfaitement s'écouler au-dessus, sa forme est parfaite, donc ça fait forcément une arme redoutable au contre-la-montre et on n'est pas étonné de son titre mondial. Donc, les résistances aérodynamiques, elles sont déterminées par cette équation. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire de votre côté? Quelles sont les implications directes? Vous pouvez chercher à optimiser votre position. Vous pouvez également chercher à optimiser votre matériel, qui aura un gros impact, les roues, le casque, le cadre, également tout ce qui est textile, maillot, parce qu'il y a la traînée aussi de friction qui va opérer en fonction de la texture. Bref, l'aérodynamisme, c'est un sujet passionnant, il y a beaucoup de choses à optimiser et l'impact est non négligeable. Ensuite, on a les résistances gravitationnelles, donc les résistances à la gravité. Donc, je vous donne l'équation, c'est G, donc ça c'est le coefficient de gravité. On a M, c'est votre masse en kilogrammes, et D, c'est le dénivelé. Donc M, c'est votre masse, corps plus équipement. Donc pour réduire ces résistances, on ne peut pas changer le G, on ne peut pas changer le D, on peut changer le M. L'idée est de s'alléger le plus possible, être le plus léger, soi-même, alléger son corps. Quand on a des kilos à perdre, qui ne sont pas intéressants pour la performance, à savoir la matière grasse, et bien sûr le matériel, où on peut bel et bien l'alléger. Mais à vous de voir si vous avez plus de poids à perdre sur votre corps que sur votre vélo. Et pour rappel, M englobe les deux. Donc perdre du poids sur votre corps revient au même que perdre du poids sur votre vélo. À voir qu'est-ce qui est le plus économe entre perdre 2 kg sur votre corps et 2 kg sur le vélo. Et enfin les résistances de roulement, donc on a le coefficient de roulement et on a la masse. Donc le coefficient de roulement, vous pouvez l'optimiser en fonction du choix de vos pneumatiques, de la pression, de la forme, bref. Je ne suis pas l'expert des résistances de roulement, mais on l'optimise à travers les pneumatiques. Et M, votre masse, au plus vous êtes léger, au plus ces résistances de roulement seront basses. Et bien sûr, je ne l'ai pas marqué ici, mais il ne faut pas oublier les résistances de friction, les résistances dues à la friction, notamment de votre chaîne. Donc prenez le temps de bien entretenir votre chaîne, toute votre transmission, parce que le moindre frottement peut vous rajouter des watts en plus. Mais alors, c'est bien beau tout ça, mais qu'est-ce que ça nous dit ? En fait, il faut savoir que toutes ces résistances vont fixer
la puissance mécanique à produire pour maintenir la vitesse souhaitée. Donc si vous souhaitez rouler à 30 km/h, et bien à 30 km/h, vous aurez une résistance aérodynamique donnée, vous aurez une résistance gravitationnelle et une résistance de roulement. L'idée est donc de réduire ces résistances au plus, comme ça, à une vitesse donnée, vous devrez produire moins de puissance et ainsi vous économisez. Donc pour faire le petit bilan, lorsqu'on réduit les résistances mécaniques, on réduit la puissance mécanique pour une vitesse fixe, donc on s'économise plus, ou on augmente la vitesse pour une puissance mécanique fixe. Donc on va dire que vous êtes capable de produire 300 watts sur 30 minutes. Ça bouge pas, c'est un paramètre fixe. Et si les résistances aérodynamiques sont plus basses, eh bien vous pourrez rouler plus vite à cette puissance. Donc vous avez tout intérêt à chercher à réduire ces résistances qui vous permettront soit de vous économiser, soit d'aller plus vite. Ok, donc là, on a passé la transition entre la puissance mécanique et la vitesse. Et maintenant, on va descendre un peu et on va s'attaquer à la puissance métabolique. La puissance métabolique, comme je l'ai dit précédemment, elle se quantifie par votre capacité à transporter l'oxygène et elle dépend de la capacité de vos filières énergétiques qui permettent de transformer vos carburants, glucides, lipides en ATP. Et cette puissance métabolique, elle va fixer votre capacité à maintenir une puissance mécanique fixe et elle va fixer votre profil de puissance record. Donc, quels sont les facteurs qui vont directement déterminer cette puissance métabolique ? Vous avez le fameux VO2 max que vous avez déjà entendu parler à maintes reprises, je pense. Donc le VO2 max, il va fixer le plafond de vos performances. Ça correspond à votre consommation maximale d'oxygène. On va directement découper le VO2 max. Qu'est-ce que c'est ? Je vous donne ici l'équation. Donc le VO2 est égal au débit cardiaque. Le débit cardiaque, c'est votre fréquence cardiaque par le VES. Le VES, c'est le volume d'éjection systolique, le volume que vous éjectez à chaque battement. Donc, grâce à l'entraînement, on ne peut pas améliorer l'AFC, on ne peut pas avoir un cœur qui bat plus vite, mais on peut grandement entraîner le VES, donc éjecter plus de sang à chaque battement. Cela va augmenter le débit cardiaque, donc par unité de temps, par minute, vous pourrez envoyer plus de sang oxygéné vers les muscles et plus de sang oxygéné, vous améliorez votre capacité à produire de l'énergie. Tout ça, le débit cardiaque correspond à votre capacité à envoyer de l'oxygène, mais ce qui nous intéresse aussi, c'est la droite de l'équation avec la soustraction de la concentration O2 artérielle à la concentration en O2 veineuse. Donc, vous inquiétez pas, vous allez voir, c'est très simple. Les artères, elles vont du cœur vers les muscles. Donc, quand on fait un effort, notre cœur va battre pour envoyer du sang par les artères pour atteindre les muscles. Et les veines, elles vont du muscle vers le cœur. Elles font le chemin inverse. Donc, en soustrayant la concentration en O2 présente dans les artères par les veines, eh bien, on va savoir ce qui s'est passé à l'intérieur des muscles. Parce que l'oxygène est livré à l'intérieur des muscles et il va permettre de régénérer de l'ATP à travers les filières énergétiques. Donc en gros, ce qu'on veut, nous, c'est maximiser l'O2 artériel, donc envoyer le plus d'oxygène possible vers les muscles et on veut en utiliser le plus possible. C'est le but. Donc en prenant ces deux valeurs, eh bien, on comprend qu'il faut améliorer ces deux facteurs. Envoyer plus d'oxygène, être capable d'en utiliser la plus grande proportion de ce dernier. Donc ça, on ne peut pas le mesurer facilement, mais c'est pour comprendre le mécanisme. Donc il y a un impact au niveau central, être capable d'envoyer plus d'oxygène, et un impact au niveau périphérique, être capable de traiter le plus possible de ce dernier. Donc le VO2 max va grandement déterminer votre puissance métabolique. Après, on a les seuils. Donc, les seuils vont représenter votre capacité d'utilisation fractionnaire de VO2 max. Le VO2 max fixe le plafond. Et après, c'est quel pourcentage de ce VO2 max vous êtes capable d'utiliser sur une durée donnée. Est-ce que c'est 85, 90, 95 sur 30 minutes? J'en sais rien, mais l'idée est d'améliorer ce pourcentage. Donc ça, on l'obtient à travers tous les exercices de seuil, par exemple, dans le domaine d'intensité élevée. Donc, augmenter l'utilisation fractionnaire de VO2 max. Après, on a les capacités glycolytiques. Donc, c'est les capacités à utiliser la glycolyse, donc à dégrader le glucose pour régénérer de l'ATP, donc amélioration glycolyse plus des systèmes tampons. Donc ça permet de produire plus de puissance sur les durées courtes d'efforts, en dessous de 5 minutes, améliorer vos performances à ce niveau-là, si vous avez ce besoin en course. Et après, j'ai rajouté la durabilité, donc c'est la résistance à la fatigue. J'en ai fait une vidéo dédiée dessus que je vous invite à aller voir. Donc la durabilité, c'est tout simplement maintenir ses performances en restant à la fatigue. Parce que avoir un très bon record de puissance sur 5 ou 20 minutes, c'est bien. Mais être capable de le sortir après 4 heures d'effort, c'est encore mieux. Et la durabilité, c'est ça. Rester à la fatigue à différents étages pour que vos performances restent intactes. Donc pour améliorer cette durabilité, il faut améliorer l'utilisation des acides gras. Donc
reporter l'utilisation des glucides et améliorer l'ensemble des facteurs responsables de la fatigue, fatigue nerveuse, bref. L'idée n'est pas ici de rentrer dans les détails, on pourrait rajouter bien plus de métriques, mais je vous ai ici donné les 4 métriques principales. Donc ces 4 métriques, elles imposent votre puissance métabolique qui imposera votre profil de puissance. Mais j'aimerais rajouter un autre aspect à ne pas oublier, la météo. La météo aura un impact sur votre puissance mécanique. Je le dis par exemple pour ceux qui préparent une course à la chaleur. S'entraîner à la chaleur sera très important parce que des perturbations seront imposées par la chaleur. Donc vous devez vous entraîner à y faire face par des entraînements à la chaleur. Donc la chaleur aura un impact sur votre puissance mécanique. Également, s'il fait très froid, on n'aura pas les mêmes performances. Donc la météo a un réel impact. Ensuite, la nutrition, donc apporter le carburant nécessaire pour maintenir la puissance demandée. Maintenir 300 watts sur 1 heure, ça a un réel coût, donc il faut le calculer et apporter suffisamment de glucides à travers la nutrition pour maintenir cette charge. C'est comme une voiture, le corps humain, s'il n'y a pas assez d'essence, on s'éteint complètement, même si on a la puissance métabolique nécessaire. Et j'aimerais rajouter les capacités mentales qui font un énorme travail. En termes de résistance à la douleur, le vélo c'est dur, surtout lorsqu'on produit des puissances élevées dans la durée, il y a des douleurs qui apparaissent forcément avec tous les phénomènes qui se produisent dans le corps. Donc votre capacité à résister à la douleur, votre capacité de pacing, donc le pacing c'est la gestion de l'allure, être concentré, suivre la stratégie, ne pas se laisser emballer, donc on peut même parler de stratégie de course, et les dialogues internes. Comment est-ce que vous parlez, est-ce que vous avez des dialogues internes positifs, négatifs? Je vous avais fait une vidéo sur le mental l'année dernière et je vous la recommande, elle était très bonne. Voilà pour la transition entre puissance métabolique, puissance mécanique et tout cela sont des paramètres entraînables. Vous pouvez améliorer votre VO2 max, les seuils, les capacités glycolytiques, la durabilité, vos capacités mentales, la nutrition, la météo on ne peut pas la changer, mais on peut y faire face, s'entraîner à y faire face. Donc ce qui est génial, c'est que améliorer votre puissance métabolique et votre capacité à maintenir une puissance mécanique dans la durée, ce sont des éléments hautement entraînables. Donc, il y a beaucoup de travail à ce niveau-là et c'est là où vous irez chercher les plus gros gains. Parce qu'en effet, optimiser son matériel, c'est bien, mais vous aurez une limite de budget et surtout, au bout d'un moment, vous atteindrez un plafond. À moins de rajouter un moteur, des hélices sur votre vélo, vous ne pourrez pas les réduire plus bas. Donc là, il y a un plafond et là, le plafond est infini. C'est pour ça que je vous invite à tous vous entraîner sérieusement parce que les gains sont faits à ce niveau-là. Je me permets donc de vous renvoyer vers la newsletter La Science du Cyclisme. Chaque semaine, je vous envoie une lettre privée où je vous donne des conseils d'entraînement. Je vous aide à améliorer votre compréhension de l'entraînement et vous fournis les outils pour améliorer vos performances, à savoir rouler plus vite. Donc, je vous laisse cliquer sur le premier lien dans la description. Et voilà. Si vous améliorez tous ces paramètres, vous aurez peut-être un jour l'opportunité de finir comme notre cher Tadej en gagnant une étape du Tour de France. Peut-être pas quand même, mais une course qui vous anime, je l'espère. Et pour finir, j'aimerais vous montrer ce schéma. Donc, j'ai repris le schéma de base avec la vitesse, la puissance mécanique, la puissance métabolique. J'aimerais rajouter la notion d'efficience métabolique. Donc, c'est-à-dire améliorer votre production de puissance pour un coût métabolique fixe. Parce qu'on peut devenir plus efficient, avoir un corps plus optimal et cela permet d'améliorer la transformation entre puissance métabolique et puissance mécanique. On l'obtient notamment grâce à la musculation en améliorant le système nerveux. On peut donc obtenir des contractions plus puissantes à partir d'une même quantité d'ATP qui est fixée par la puissance métabolique. Et ici, on a l'efficience mécanique qui est fixée par le matériel en cherchant à réduire les résistances externes. Donc, en améliorant l'efficience mécanique, on peut aller à une vitesse plus élevée pour une puissance fixe. Et en améliorant les efficiences métaboliques, on peut aller à une puissance plus élevée pour un coût métabolique fixe. Voilà pour tous ces schémas. J'espère que la performance est devenue claire dans votre tête. Bien sûr, j'ai ici tout simplifié. En réalité, il y a plein de sous-métriques à chaque élément, mais je pense que ça vous aura donné une bonne vision d'ensemble. Et c'est essentiel lorsqu'on veut faire les bons choix. Parce que je vous ai évoqué la notion de budget directement financière pour le matériel, mais vous avez également un budget vers l'entraînement. C'est-à-dire que vous avez un temps d'entraînement dédié chaque semaine. Si vous avez une vie pro bien remplie, vous ne pouvez pas vous entraîner comme un professionnel. Donc vous avez un budget de temps, vous avez un budget de ressources mentales, d'énergie, etc. Donc la question est de savoir vers quel élément placer ce budget. Est-ce qu'il faut concentrer votre temps pour améliorer votre VO2 max, la durabilité, les seuils? Et ça va dépendre, comme je vous l'ai présenté en début de vidéo,
de votre objectif cible. Donc vous devez comprendre les spécificités de votre objectif cible pour développer les bons facteurs qui vont rehausser votre courbe de puissance au bon endroit. Bon voilà, c'était tout pour cette vidéo. Je ne vais pas plus vous perdre avec de nouvelles explications. J'espère que ce type de vidéo, ce nouveau format vous plaît. Faites-le moi savoir dans les commentaires. Je vous invite à vous abonner à la newsletter comme je vous l'ai dit et n'hésitez pas à partager cette vidéo à vos amis cyclistes. Abonnez-vous à la chaîne et c'est parfait. Ça vous permettra de gagner quelques km/h en plus, je n'en doute pas. Écoutez, c'était Antonin Albouy pour la science du cyclisme et je vous dis à la semaine prochaine.